Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Stéphane Charon, chargé de mission au pôle Mer, Bretagne-Atlantique, que certains d'entre vous connaissez bien, parce que j'ai vu parmi les inscrits de nombreux adhérents du pôle Mer, mais aussi également, et c'est un plaisir pour nous d'accueillir des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans notre cercle le plus proche. Le pôle Mer Bretagne-Atlantique accompagne l'innovation depuis une quinzaine d'années, et donc dans le domaine maritime. Et on organise un certain nombre d'événements de ce style pour animer notre écosystème. Jusqu'alors, on le faisait beaucoup en présentiel, mais malheureusement, la crise nous a amené à nous réinventer et puis à créer des événements digitaux. Et c'est effectivement un grand plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous aussi nombreux de ce webinaire sur les datas du show. Je vais enfoncer les portes ouvertes en disant que les données au XXIe siècle, c'est vraiment, c'est ça la valeur, c'est ça l'or. Et donc, on va parler donc de l'or bleu du Chaume, qui est donc son portail DataChaume. Et je vais vous donner quelques consignes pour ce webinaire, déjà, c'est un premier temps. Donc, de ne pas intervenir à travers vos micros, mais a priori, l'outil ne le permet pas. Vous pourrez interagir avec nous soit par le chat, par lequel on pourra prendre vos questions. Et puis, également, vous pourrez, à l'issue de ce webinaire, nous envoyer toutes les questions que vous pourrez avoir par mail. On manquera pas d'y répondre. Ce webinaire va être enregistré et les présentations et l'enregistrement seront mis à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Je vais passer la parole au Chaume qui va se présenter et il va vous parler donc de son portail. Bénédicte, je te passe la parole. Bonjour, Bénédicte Esvan, donc du CHOM. Moi, au sein du CHOM, aujourd'hui, je m'occupe du programme diffusion, donc c'est-à-dire le programme qui encadre les activités de développement des systèmes d'information, de communication et de nos données, donc en particulier le portail data.chom.fr. Juste en 2 minutes, pour ceux qui ne connaisseraient pas le CHOM, juste une planche de présentation avant de passer au vif du sujet. Donc le CHOM, on est un établissement public sous tutelle du ministère des Armées. Notre mission, c'est la connaissance de l'environnement physique marin. Donc ça va de l'observation de tous les paramètres physiques, que ce soit en surface de la colonne d'eau et le fond, le traitement de ces données, leur mise en base, l'exploitation de ces données pour faire des produits et services que nous avons aussi pour mission de diffuser vers nos différents usagers. Donc cette mission, on l'accomplit à destination de la sécurité de la navigation, c'est notre mission historique, mais également en soutien au ministère des Armées et depuis une petite quinzaine d'années, en soutien au développement des économies maritimes et en appui aux politiques publiques de la mer et du littoral. Donc le CHOM, c'est un peu plus de 500 personnes basées essentiellement à Brest, mais également avec des antennes à Toulouse, Saint-Mandé, à la direction au siège de l'IGN et de Météo France à Saint-Mandé. On partage des bureaux, également à Nouméa et à Papeete, où on a des toutes petites antennes pour permettre l'acquisition de données dans le Pacifique. L'acquisition se fait avec des moyens à la mer, principalement donc 5 bâtiments hydro-océanographiques. 4 de ces bâtiments sont des bâtiments armés par la Marine nationale, donc le Beautemps-Beaupré, le Laplace, le Borda et la Pérouse. Et puis également, on partage du temps bateau avec du commerce sur le navire océanographique, pourquoi pas. Donc le CHOM, c'est un budget d'un peu moins de 60 millions d'euros par an. Notre conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la Marine, mais comprend également des représentants des ministères des transports, de l'environnement, de l'industrie, du commerce, du budget, des IGR,
Du coup, l'instance interministérielle sur les questions maritimes est également présent au conseil d'administration du CHUM, ainsi que des représentants de Météo France et d'IVL, et également représentants des entreprises. Et c'est Hervé Molinier que le pôle mer connaît bien, qui est le représentant des entreprises au sein du CHUM, du conseil d'administration du CHUM aujourd'hui. Voilà, nous avons un contrat d'objectifs et de performance sur des périodes de 4 ans, comme tous les établissements publics. Donc on en a un qui s'achève là sur la période 2017-2020, qui était axé sur la transformation numérique. Et on est en train de préparer le nouveau pour la période 2021-2025. Voilà, donc n'est pas encore validé par le conseil d'administration, donc on vous en parlera plus tard. Voilà, donc je rentre maintenant, je vais passer la main du coup successivement à Jean-Baptiste Donneur et Fanny Lecuy, donc qui font partie des agents actifs de diffusion qui s'occupent du programme du portail data.chom.fr. Donc je leur passe la main pour vous présenter le portail et ses fonctionnalités. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste Dodeur. Donc, je m'occupe notamment de mettre à jour et de publier les données sur le portail data.chom.fr. Donc, c'est un portail géographique de visualisation de la donnée géographique. Vous allez voir que pour certaines données, on peut les télécharger aussi également depuis le portail. On va faire un tour des données, un tour pas exhaustif. On va vous présenter quelques données emblématiques de ce qu'on peut trouver sur le portail. Alors, on va commencer par les données de référence. Alors, si j'accède au catalogue, voilà. Vous avez les données de référence, les prévisions océanographiques, les observations. Les données de référence sont les données plutôt statiques. Les prévisions océanographiques, ce sont des données qui sont mises à jour de façon hebdomadaire, voire quotidienne, pardon, voire 2 fois dans la journée. Les observations, ça concerne surtout la marée. Et donc on va commencer par les données de référence. Donc vous avez toutes les catégories. Dans chaque catégorie, vous allez pouvoir trouver plusieurs données. Voilà, les limites. Je commence par la cartographie. Donc c'est un peu notre vitrine. Donc le raster marine. Raster marine, ce sont toutes les cartes du CHUM qui ont été découpées pour enlever les parties inutiles et qui sont assemblées pour en faire un flux ininterrompu. Donc ce sont donc les cartes marines mises à jour une fois par semaine. Donc là, il y a une publication qui est en train de se faire pour la mise à jour de cette semaine. Vous avez les cartes à différentes échelles qui ont été assemblées, voilà, et qui changent. La carte change en fonction du niveau de vie. Donc on essaye de les mettre à jour en même temps que le gain. L'avion navigateur. Je peux fermer. Voilà. Vous allez voir qu'ici on va regarder au fur et à mesure tous les petits éléments qu'on retrouve là pour vous montrer un peu les possibilités qu'on peut avoir avec les couches de DataShop. Donc la cartographie, l'assemblage des cartes marines qui sont décomposées en plusieurs niveaux pour pouvoir pallier à d'éventuels soucis d'affichage. Après, Fanny va vous montrer utiliser l'outil dessin sans problème. Voilà pour la carto. Je ne m'étends pas sur toutes les données, sinon on va en avoir pour des heures. Côté limites maritimes, on va afficher les limites des limitations maritimes à jour de juin. Voilà, vous les avez au niveau mondial pour tout ce qui est zone française.
pouvez interroger la couche. Voilà. Et également voir à quoi correspondent les différentes couleurs. Hop, ici, je clique sur le petit pour avoir la légende. Ligne de base droite, limite de la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental. La Z2. Du côté de notre base de données, des données issues de notre base de données du shop. Nous avons ici un certain nombre de données, le balisage, les câbles. Qu'est-ce que ça donne le balisage? Alors, hop. Voilà, avec un changement de symbologie en fonction du zoom. Donc, comme le balisage est dense, il a fallu adapter un peu l'affichage. Le balisage qui est interrogeable également. Voilà, avec les photos. Qui viennent. Donc cette couche-là a été mise en place avec la direction des affaires maritimes. Les câbles, on va dézoomer pour les apercevoir. La densité, la toponymie, le trait de côte et les épaves. Les épaves, on peut également interroger. Voilà. Alors, il faut que je peux. Voilà. Côté altimétrie littorale. Donc, ce sont ici les données issues des levées LIDAR, donc laser aéroporté. Je vais vous montrer un exemple. Alors, le France. Voilà, on va cacher certaines couches pour avoir un peu plus de visibilité. Les limites, je vais les enlever. Et ici, on a l'emprise. Quand on zoome, on va avoir le visuel du LIDAR Normandie. L'écran est un peu petit, avec une précision élevée. Donc, cette couche, à la base, c'est du raster, donc de l'image. On va pas pouvoir les interroger. Hein. On va pouvoir, par contre, regarder ici la légende, les gammes d'altitude et de profondeur, et vous avez ici le descriptif de la donnée, les limitations, les contacts, et pour chaque couche, vous allez pouvoir, à partir de la légende, accéder aux métadonnées. Donc, les métadonnées sont stockées dans un GeoNetwork. Alors, on va le laisser tourner. Donc, chaque donnée a ses propres métadonnées. Pour ce qui nous concerne, la zone du Finistère. Là. On nous a posé la question pourquoi c'est moins précis dans le Finistère. En fait, c'est juste une histoire de visualisation qu'on a améliorée depuis 2014. Vous allez voir que la visualisation n'est pas la même. Hop. Voilà, du coup, le catalogue. Voilà, vous avez les métadonnées du produit LIDAR Normandie Hauts-de-France avec les accès, les ressources associées. Donc là, en fait, le LIDAR est divisé en dalles. Ce sont les ressources que vous allez pouvoir télécharger. Le LIDAR va être téléchargeable depuis Datashom, par exemple. Toutes les données ne sont pas téléchargeables depuis Datashom. Les données libres
sont téléchargeables depuis Datashom. Les données à double licence, licence commerciale, licence, on va dire, usage interne, ne sont pas disponibles au téléchargement depuis Datashom. Il faut passer par Fusion, même si c'est des données gratuites, parce qu'en fait, il faut choisir sa licence. Alors, je vais en enlever pour ne pas en avoir trop à la fin de la présentation. Les épaves, je vais garder. Alors, donc là, on était côté altimétrie littorale. Côté bathymétrie, vous allez trouver des données. Alors, les lots bathymétriques, je vais vous faire un affichage. Donc, ce sont les levées issues des bases de données du CHOM, que nous avons intégrées en base. Donc, vous avez ils sont classés par date. Hein. À partir de là, on peut les interroger. Je ne sais pas si non, c'est pas cela. Les MNT, alors, les MNT côtiers, allons voir le MNT de la Réunion, par exemple. Voilà. Je vais zoomer sur la couche. Ici. Voilà. Donc là, un MNT qui est issu des données bathymétriques que l'on possède. Hop. Voilà, on peut le télécharger. Pour télécharger, on coche la petite target, on sélectionne une zone. Il va nous demander notre adresse mail. Je vais prendre le LIDAR, ça sera peut-être plus utile. Il nous demande notre adresse mail et il nous envoie des liens de téléchargement. Voilà, si je pense là. Non? Je vous demande juste je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus, je vous montre juste le. Voilà, celui-là. Ah, ouais, forcément. L'effet des mots, je suppose. Hop. Voilà. Normalement, il vous demande votre adresse mail. Donc là, je ne vais pas assister. Il faudra qu'on regarde ce qui se passe. On continue sur les données. Le catalogue, toujours. Les références verticales, je ne m'étends pas là-dessus. Là, sédimentaux. Les natures de fond. Voilà. Alors, elles sont assez flashy. Vous l'avouez. Et il y a pas mal de couleurs qui ne veulent a priori rien dire. Donc là, on va aller jeter un coup d'œil dans la légende. Nature de fond. Voilà. Donc pareil, vous avez les métadonnées. Et donc, comme on ne voit pas grand-chose, on va mettre un peu de transparence. Voilà. Et puis, par exemple, on va afficher les épaves. On va voir une co-visualisation. Voilà. Voilà. Donc là, on voit les épaves et la sédimentation. Toujours interrogeable, la couche. Voilà, la roche. Voilà pour la partie données de référence. Hop. Et on regarde le catalogue. Donc, vous allez pouvoir explorer par vous-même ce qui reste, les autres données. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va passer aux données plutôt dynamiques, donc les prévisions océanographiques. Donc, à ce niveau-là, vous avez des vagues, la météo, les niveaux d'eau et l'hydrodynamique, surface horaire et moyenne journalière 3D. Je vais cacher la sédimentaux. On va fermer. 3D. Les épaves et obstructions, on va les garder. Voilà, catalogue.
Donc, mer totale, donc les vagues. Au vu de la météo, vous allez voir que on va lui laisser le temps de charger. C'est une petite zone. Donc vous avez, au niveau des vagues, vous allez avoir la direction représentée par des flèches et la hauteur représentée par une échelle de couleurs. Voilà, on lui laisse le temps de charger, un peu long. Donc vous avez également la période, la mer du vent. En fait, la mer totale, est composée avec elle est composée de la mer du vent, la houle primaire, la houle secondaire. Là, ouais. Voilà. Vous pouvez choisir ici l'heure à laquelle vous voulez afficher la prévision. Hop, je vais fermer le catalogue. Ici, vous avez quelques petits outils qui sont un peu différents de ce qu'on a dans les données statiques. Vous allez pouvoir, par exemple, changer la palette pour avoir des couleurs plus adaptées à votre affichage. Donc, il va prendre les extrêmes, les valeurs extrêmes, et il va adapter la palette. Voilà. On a quelque chose un peu plus nuancé. Là, forcément, j'ai l'effet des mots, c'est beaucoup plus lent que sur mon post ce matin, normal. Donc, vous avez voilà. Vous vais pouvoir afficher la valeur de la donnée au survol. Voilà. Donc ici, la valeur estimée sera de 3,8 m le 24 septembre à 11 h. Voilà. Je ne vais pas changer la date au vu du temps de chargement. Donc faire une radiale, c'est pour avoir sur un profil les différentes valeurs. Vous pouvez télécharger la donnée. Ça, on le verra sur une autre donnée. Alors, je vais retourner dans le catalogue. Donc les vagues, c'est issu des données du CHUM et de Météo France. Ici, on va avoir le vent. Ce sont des données qui viennent de Météo France. Ici, les niveaux d'eau, la surcote, notamment, c'est intéressant. Et ici, vous allez avoir les courants. Je vais afficher les courants. La température. Et la température. Je vais dézoomer pour la voir un peu. Ah oui, donc ça, c'est la dépression qui arrive. Hein. La température. Je vais enlever. Je ne la vois pas, la température. Merde. Voilà. La température ne fonctionne pas. Ah oui, ça charge. Voilà. Température de surface. Là, les différentes zones. Pour les prévisions météo, vagues, les modèles changent en fonction du niveau de zoom. Je rejetterai un coup d'œil. C'est indiqué sur le bas de l'écran quand. Hop. Voilà, je remets la palette. Donc vous avez la température de. Et donc, à partir de là, vous pouvez télécharger votre donnée. Je donne peut-être un peu trop d'un coup. Voilà, là, il est en train de refaire la palette. Je vais sélectionner la donnée à télécharger. Hop. Donc, vous allez pouvoir télécharger la donnée à l'heure
demander. Vous allez pouvoir, hop, ici, scripter le téléchargement des données courantes sous forme de flux. Et vous allez pouvoir télécharger également les données archivées depuis le 1er janvier 2016. Vous allez donner une date, votre adresse mail, et vous pouvez également scripter téléchargement de données. Si vous avez besoin de beaucoup de données, ça peut prendre un peu de temps et ça peut engendrer une grosse charge des serveurs, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail. On verra après par où passer pour nous contacter. Voilà les températures. Qu'est-ce que j'oublie au niveau des données? Vous pouvez avoir sur les courants de la donnée dynamique surface 3D et courant. Donc là, vous allez pouvoir afficher la donnée à différentes profondeurs. Voilà. Donc, hop, là, j'ai interrogé une couche. Le clic interroge la couche à un endroit. Donc, toutes ces données de prévision, donc là, on fournit des cartes. Elles sont aussi disponibles dans un document synthétique en un point. Donc, on appelle ça le océanogramme. Je vais ouais. Alors, j'ai voilà. Donc les prévisions, donc l'océanogramme, on va cliquer sur un point et on va retrouver toutes les données de prévision. Donc vague, vent, courant, en un seul point. Voilà. Donc là, il va interroger toutes les données au point et il va récolter et les mettre en forme pour en faire un document. Donc voilà, vous avez pour les 4 prochains jours la pression atmosphérique, le vent, la direction, la force. Là, ici, les pressions ce soir, les vagues, les courants, la surcote et la hauteur d'eau par rapport au niveau moyen. Et à la fin, oui, merci, les modèles utilisés pour ici, pour ces données. Voilà, je passe sur Oui, les excuse-moi. observations. Oui, c'est Hélène. Excuse-moi, il y a quelques questions. Est-ce que je peux te les poser maintenant? Plutôt en fin de Enfin, présentation? Ça vous parce embête que je pas? pense qu'il y a des... Non, 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 du tout. Mais il y a des choses précises qui arrivent au fur et à mesure que tu fais la présentation. Donc, voilà, on a quand même quelques questions. Mais je peux te les poser à la fin, à ce moment-là. Oui, ou alors, faut pas hésiter à nous contacter par la suite. On verra à la fin. Mais nous Oui, oui, ok. contacter, ça nous envoie, c'est l'adresse mail en fait de l'équipe qui vous parle en ce moment. Bah, le mieux, c'est que dans ces cas-là, je te pose les questions à la fin de ton intervention pour que tu puisses Oui, déjà donner quelques réponses pour pouvoir orienter les participants au webinaire. Donc, je te laisse finir et puis je reviens sur les questions. ok. Donc, donc là, on a fait un petit tour sur les prévisions, les observations. Donc, en fait, essentiellement, ce qui va nous intéresser, ça va être les observations de la marée. Donc là, vous avez en vert les marégraphes du réseau CHOM, marégraphes anonymes. Ceux qui sont en rouge, c'est les marégraphes avec qui on n'arrive plus à avoir de contact, que le CHOM voit avec les correspondants locaux pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais en prendre un. Là, on a les marégraphes partenaires que je peux afficher également.
Et puis, je vais en prendre un. Voilà. Top. Voilà. Visualisez les mesures. Vous avez les mesures en bleu du paragraphe, en marron les courbes de prédiction, pardon. Et vous allez pouvoir afficher les données qui vous intéressent. Voilà. Code décode. Je vais finir la présentation des données sur le moyen d'afficher d'autres données sur data. Je vais afficher par exemple hop, Carto et le catalogue. Voilà. Voilà. Ajouter des données externes. Donc ici on a déjà défini quelques, on va dire quelques flux, des flux qu'on va afficher. Donc l'ortho littoral, les unités administratives, les zones Natura 2000, etc. Ici, hop, je vais cliquer là, les flux, voilà, on commence à afficher. Voilà, commune. Et si vous souhaitez afficher vos propres flux, ajouter des données externes, importer une donnée externe, flux personnalisé, et là, vous insérez l'URL de votre flux WMS. Voilà, j'en ai fini pour la présentation des données. Du coup, je peux prendre les questions à ce niveau-là. Ok, alors oui, je vais te poser les questions. Alors, comment une personne posait la question sur le lidar avion. Jusqu'à quelle profondeur d'eau maximale peut-il mesurer la bathymétrie, j'imagine? Oui. De lidar aéroporté, en fait, ça dépend de la transparence de l'eau. Donc, parmi les données, vous allez voir, il y a des données également en Polynésie, où là, on est allé jusqu'à 40-50 mètres de profondeur. En Normandie, Haute-France, on est parfois à 5 mètres, voire il y a on n'a pas réussi à sur le produit Litho 3D, la profondeur sur laquelle on s'engage en général, c'est 10 mètres de profondeur. Ok, merci. Il y avait une autre question. Lors du téléchargement des données LIDAR, par exemple, quel est le format de sortie? Alors, la donnée du lidar, on a du raster de l'AST, du XYZ. Voilà. D'accord, merci. Concernant la direction de la mer, alors vous avez parlé tout à l'heure de direction de la mer totale et la personne demandait ce que vous voulez dire par là. C'est vers où se dirigent les vagues en fait. D'accord, donc je ne sais pas si ça correspond si Le cap, la personne. Voilà, zénith. si la personne. D'accord. Si la personne veut une précision, peut-être préciser sa question. Alors, la question suivante, c'était alors sur les niveaux d'eau, les températures et les courants, quelle est la prévision maximale? Est-ce qu'on est à J+1, J+3, J+5? Alors, niveau d'eau, J+3, J+4. D'accord. J+3 Et il y avait normalement. J+3, très bien. Et il y avait une question complémentaire par rapport à cette question-là. Existe-t-il une API permettant d'interroger ces données? Les données de niveau d'eau? Oui, température et courant. Bonne question. En fait, vous pouvez interroger le flux. Le flux, ce sont des flux
ANSI WMS. Donc, ce sont des flux WMS pour ceux qui des flux WMS avec une composante temporelle. Donc, tout est expliqué dans l'aide. Il y a un document d'aide, un PDF. Et du coup, vous avez comment construire les requêtes pour interroger cette donnée. Très bien, merci. Alors, la question suivante concernait les modèles utilisés pour les prévisions océaniques et météorologiques. La question est portée sur quels sont ces modèles-là et quelle est la résolution des données issues de ces modèles. Alors, les modèles, en général, au niveau de l'affichage, alors, je vais dézoomer. Voilà, vous voyez ici le modèle utilisé qui s'affiche. Et vous avez aussi toutes ces informations au niveau des métadonnées ici. Voilà, les modèles et les précisions. Très bien, merci. La question suivante était l'étendue des données au niveau international. Quelle est-elle? Alors, ça dépend de quelles données on parle, effectivement. En général, c'est sur la métropole. On a de l'outre-mer, pas pour toutes les données. Et voilà, le domaine de responsabilité française, par exemple, pour la cartographie, n'est pas couvert, que les zones françaises. Ça dépend de l'échelle, ça dépend de la donnée. La cartographie, si on dézoome, on a une carte générale. Et on va avoir administratif. On va avoir de la donnée aux Antilles. Et au fur et à mesure qu'on zoome, la donnée, on peut pas publier des données étrangères. Voilà. Merci. Alors, j'imagine, la personne a posé la question, pouvez-vous nous donner le taux de fiabilité de ces prévisions? Moi, je peux pas vous les donner. Il faudrait poser la question par mail et qu'on vous transmette la question à nos spécialistes. Très bien. Donc, on vous communiquera hein, les mails des intervenants du CHOM pour que vous puissiez ensuite éventuellement poser vos questions. La Pour question compléter sur ces prévis océanographiques et météo, en fait, savoir que en ligne, ce sont des modèles qui tournent, donc du Attends, Bénédicte, excuse-moi, peux-tu te mettre bien devant le micro? Ça coupe. Ouais, juste pour compléter sur les prévisions, les modèles météo-océanographiques, donc on met en ligne automatiquement des sorties de modèles. Il n'y a pas d'expertise humaine derrière, il n'y a pas de prévisionniste qui passe derrière. Donc c'est vraiment la mise en ligne automatique. C'est pour information. Après, si il y a des besoins plus précis, le référent pour les prévisions météorologique, il faut se tourner vers Météo France où là, il y a des bulletins qui sont validés par des prévisionnistes. Voilà, là, nous, on est sur la mise à disposition d'informations, voilà, du porté à connaissance de données publiques. D'accord, merci Bénédicte. Alors, la question suivante portait sur les données météo. Est-il possible de trouver des données statistiques à fréquence mensuelle? Là, il faut s'adresser à Météo France. Juste, en fait, on avait une deuxième partie. Là, on a présenté le catalogue de données. On voulait présenter les services. Donc, en fonction du temps qui nous reste, si on peut avoir un petit peu de temps de parole en plus, et à ce moment-là, on répondra dans un second temps aux questions. Alors, on va pouvoir le faire hein, sans problème. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions déjà. Donc, je pense que ça peut être intéressant de répondre aux questions. Et je vous redonne la parole à la suite pour que vous puissiez votre présentation. Parfait. On continue alors. On continue? Merci. Le portail DataShom est-elle requêtable par web service?
Oui, du coup, ça, Fanny vous le présentera tout à l'heure, enfin, vous présentera les services qui existent. Est-ce qu'on peut avoir des liens WMS et WFS vers ces données pour notre propre outil de visualisation? C'est ce qu'on vous présentera tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, pour Monsieur Pont, ben, vous aurez votre présentation plus précise tout à l'heure. Alors, il y avait une question un peu plus précise. S'il sera possible d'afficher la couche Zonex dans un second temps. C'est effectivement une demande qui nous est déjà arrivée aussi sur nos adresses. C'est en cours d'instruction au sein du CHOM. Parce que ce qu'il faut, c'est en fait, pour publier une couche, il faut qu'on récupère les données qui sont dans nos bases, qu'on les mette en forme, etc. Donc ça, on gère les priorités en fonction des disponibilités d'équipe, mais on a ça dans notre to-do list. D'accord, merci. Le produit Litho 3D est-il disponible sur la zone Nouvelle-Calédonie? Non, il n'y a pas eu de levée LIDAR réalisée en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont les responsabilités des maîtres d'ouvrage pour transmettre des données qu'ils a acquises ou qu'ils ont acquises, bathymétrie, topo du trait de côte? Alors, les données de bathymétrie, normalement, la remontée d'informations vers le CHOM fait partie des obligations pour la sécurité de la navigation. Donc, en fait, quand vous avez des données, alors on vous montrera rapidement, il y a un petit bouton infonote qui permet de faire de la remontée d'informations directement depuis le portail DataChom, des informations en comparaison avec nos données. Après, sinon, il y a également des guichets au CHOM pour remonter des levées bathymétriques qui sont réalisées par des maîtres d'ouvrage. Donc, pareil, là, vous nous écrivez à l'adresse que vous avez là avec nous contacter, et puis on vous répondra plus en détail sur les modes de remontée d'informations. D'accord. Là, il y a une autre question qui revient sur le service WMTS, dont l'utilisation est soumise à un abonnement. Peut-être que ce sera montré tout à l'heure le lien pour trouver la page permettant de s'abonner. Du coup, les abonnements se gèrent depuis le portail, notre boutique en ligne, notre portail de diffusion.chom.fr. Alors, les quelques données, et en particulier du coup le produit Rastor Marine, que vous pouvez consulter librement sur le portail DataChom. C'est un produit commercial du CHOM, donc c'est même pour accéder par flux, il est payant. Mais c'est un des seuls produits aujourd'hui qui reste payant de toutes les données d'information géographique du CHOM. Donc voilà. Donc les informations pour le téléchargement des données, pour que ce soit plus convivial, c'est sur diffusion.chom.fr. Et une dernière question, existe-t-il des données bathymétriques issues de collaborations mises en ligne, par exemple des données collectées en collaboration avec le CHOM? Alors, dans les modèles numériques de bathymétrique, les MNT bathymétriques, les données de sédimentologie, etc., c'est des compilations de données du CHOM et de ses partenaires. En général, les partenaires sont cités dans les références. Après, au niveau de jeux de données, aujourd'hui, on ne diffuse que, enfin, les lots bathymétriques, on ne diffuse que les données du CHOM. Par contre, sur les observations de marée, vous avez vu qu'il y a les données des réseaux de marégraphe du CHOM, là, le réseau RONIM, et également des données de partenaires. Donc, les gens veulent faire remonter leurs données, ça peut être étudié également. Après, en général, chaque producteur met en ligne ses propres données, et après on les échange, on peut les exploiter par le biais des flux. Donc, quand on a vu les catalogues de données externes, on a par exemple des liens automatiques vers les portails Sextant de l'Ifremer, le portail Géolittoral du CEREMA ou le portail Cartomer de l'OFB, voilà, qui permettent d'accéder aux données de tout le monde.
D'accord, merci Bénédicte. Du coup, on va pouvoir continuer la présentation. N'hésitez toujours pas à mettre vos questions et on refera des réponses à vos questions suite à la présentation suivante. Donc là, je passe la main à Fanny. Bonjour, je me fais rire moi-même, c'est pas grave. Donc JB vous a présenté tout ce qui était donné. Moi, je vais faire un focus plus sur les services disponibles sur le portail, en commençant par le service de contexte. Donc le contexte, ça va être exactement ce qu'on voit à l'écran, le nombre de toutes les couches affichées, leur transparence, leur ordre, ce qui permet de partager sa vue à n'importe qui. Le contexte est disponible directement dans l'URL du site. Donc là, si je copie-colle, hop. Ah bah non, j'ai fait pas copie-colle. L'adresse dans un autre onglet, je vais ouvrir Datashom avec exactement la même vue que celle qui est partie. C'est quand même particulièrement long. Yeah. Voilà. Donc là, j'ai la même vue que dans l'autre onglet. C'est disponible aussi dans l'outil service à gauche. On peut exporter, importer un contexte. Là, ça va être un fichier XML qui reprend les mêmes, qui indique quelles couches sont affichées, quel zoom, quelle emprise. C'est peut-être plus simple que d'envoyer une URL qui fait 4 km de long. Voilà. Ensuite, il y a l'outil dessin. Donc l'outil dessin, il permet de composer sa propre carte sur toutes les couches qui sont disponibles dans Datashom. Donc généralement, on va utiliser le raster marine pour avoir le fond de carte marine, mais on peut afficher les natures de fond, on peut afficher une prévision ou Tirano. On est libre. On fait absolument ce qu'on veut dessus. Je tiens à préciser que ce n'est pas un système d'information géographique, c'est vraiment du dessin qu'on ajoute, une couche d'annotation qu'on va ajouter sur la couche affichée dans Datashom. Là, je vais faire nouvelle carte. Ça propose différents types d'objets, donc on peut ajouter des labels, des points, des lignes, des polygones et des cercles. Je vais en ajouter un truc fait. Donc n'importe quoi, enfin n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais moi je vais décider n'importe quoi. On peut évidemment changer l'apparence de l'objet, on peut changer la couleur, la bordure, on peut le déplacer avec les différents outils qui sont disponibles. Si je veux modifier son apparence, là j'en ai marre du bleu, je vais mettre du vert, couleur de l'espoir. Donc j'affiche du vert. Je peux faire ça avec tous les types d'objets. Les points, je peux ajouter également des icônes qui reprennent des bouées et des balises qu'on trouve généralement sur les cartes, ou même des balises spéciales pour les régates. Parce que Datashom est recommandé son utilisation est recommandée par la Prémar Atlantique lorsqu'on fait une déclaration d'événements nautiques. Comme ça, la Prémar a la déclaration avec la carte à jour. Avec une grande bouée cylindrique orange. Il ne faut pas oublier d'appliquer sa modification pour la voir. On peut également, une fois qu'on est satisfait de sa carte, de son dessin, on peut exporter tous ces objets en KML avec le bouton là. Et on peut après le réimporter en KML de la même manière. Ce KML, on peut l'envoyer à ses collègues, à ses partenaires. Comme ça, eux, après, ils peuvent le rouvrir directement dans Datashom. C'est un KML, donc il est ouvrable dans Google Earth, dans tout autre logiciel qui sait lire du KML. Moi, je vais juste faire la démonstration d'un import de KML. Alors, pour l'importer, on choisit soit un fichier de son ordinateur, soit un fichier depuis Internet. Hop, data. Non, celle-là. Donc là, j'ouvre le KML. Donc, ça permet d'ouvrir le KML, ce fichier, avec les dessins, et de continuer à les modifier. Là, je ne vais pas juste couvrir une couche statique. Je veux carrément modifier les objets si j'en suis pas contente. Là, je veux plus du jaune, je veux mettre du rouge. Bon, pour une zone d'attente, c'est pas forcément génial.
Mais c'est tout l'intérêt d'importer, de pouvoir réimporter ces objets directement dans l'outil de dessin. Il est possible donc d'imprimer sa carte. C'est une impression plutôt PDF, parce que plutôt c'est une impression PDF tout court, de la carte qui reprend les éléments de légende, les objets qu'on voit, et avec la source DataShop. J'ai oublié de parler de la légende. Chaque objet peut apparaître dans la légende du dessin. Là, on voit qu'ils sont déjà dans la légende, puisque c'est le caramel que j'ai déjà ouvert. Donc, si je change son apparence, ça va évidemment être changé également dans la légende. Je peux choisir d'enlever l'objet de la légende complètement ou d'en rajouter un, en faisant un clic droit sur cet objet. Ajouter cet objet à la légende. Là, il va apparaître en bas. Je peux modifier le texte de la légende. Et ensuite, ça va apparaître sur l'impression PDF. Là, je vous montre l'outil de dessin en n'étant pas connecté aussi par Internet. Mais on peut être connecté et avec la connexion, on peut enregistrer carrément sa carte sur son compte. Le compte, il est gratuit. Il n'y a pas besoin de nous faire de demande. On peut le créer directement soi-même en passant par la boutique. Quand on arrive sur l'outil dessin, là, on nous propose de soit se connecter, soit de créer un compte. Ça nous renvoie directement vers la page de création de compte. Moi, je vais me connecter pour vous montrer ce que ça fait. Alors, je vais juste chercher ma clé et me souvenir de mes identifiants, ce serait sympa. Non, je ne veux pas enregistrer. Donc, en étant connecté, si je retourne dans dessin, on va voir toute la cartothèque que j'ai déjà faite. Moi, j'ai pas mal de cartes d'essais, de tests, de vraies cartes d'utilisation. On peut les rouvrir de cette façon et les modifier. L'avantage donc d'enregistrer, c'est qu'en plus d'enregistrer les objets qu'on peut faire en KML, ça enregistre également tout ce qui va être le contexte. Donc l'emprise sur laquelle je travaille, les couches que j'ai affichées pour travailler dessus. Et de la même manière, je peux ensuite modifier les objets qui sont dans ma carte. Pardon, l'écran est un peu petit, donc je fais des bruits bizarres. Heureusement que vous n'avez pas la vidéo parce qu'en plus je fais des grimaces. C'est trop bizarre de ne pas avoir de retour en fait. Donc voilà, en étant connecté, j'ai nettement plus d'outils en haut. Tout à l'heure, j'avais juste de l'impression et la possibilité de fermer ma carte. Maintenant, je peux modifier les paramètres de la carte, donc son titre et sa description, qui vont apparaître lors de l'impression PDF. Je peux donc l'enregistrer sur mon compte avec la petite disquette. Je peux en créer une copie, donc enregistrer tout, la dupliquer et puis continuer à faire des modifications dessus. L'impression PDF que je retrouve, et enfin la possibilité de travailler à plusieurs. Travailler à plusieurs, ça veut dire qu'on va être connecté à plusieurs en même temps sur la même carte. Donc il faut qu'avec vos collègues, vous vous mettiez d'accord pour être tous connectés en même temps, sinon ça ne va pas bien marcher. Mais ça permet de faire des modifications en direct à plusieurs sur la même carte. Même si vous êtes dans le même bureau, ça fonctionne. Donc là, j'ai lancé ce qu'on appelle, nous, une session de chat cartographique parce qu'on retrouve la possibilité de se parler par chat directement sur la carte. Donc là, j'ai pas le temps de faire la démonstration de me connecter avec quelqu'un, mais en fait, chacun fait ses modifications à son tour, on les enregistre et tout le monde est à ça, qui vont s'enregistrer sur son propre compte la carte qui est en train d'être faite. Ça permet aussi de changer les cartes, entre guillemets. Bénédicte, tu m'entends? Fini avec les sons. Je vais peut-être un peu vite, mais après tout ça, c'est sur Internet, donc vous avez le loisir d'y aller par vous-même à tout moment ensuite. Tout à l'heure, on a parlé de remontée d'informations. Donc là, j'ai cliqué sur l'onglet Infonote à gauche, qui permet d'envoyer des informations urgentes au CHOM. Il y a différentes catégories pour effectuer un premier tri. Et donc, s'il affiche les profondeurs, on voit toutes les remontées qui ont déjà été faites dans le thème profondeur. En vert, ça veut dire qu'elles ont été intégrées à nos documents. En jaune, elles sont toujours en cours de traitement. Et en rouge, il n'y en a pas, les informations qui sont refusées. Donc, c'est vraiment de l'information non urgente
pour les informations vraiment très urgentes, il faut passer par les canaux habituels qui sont rappelés quand on fait une déclaration sur le site. C'est de l'information nautique, donc qui va différer de nos documents à jour en ligne. Sur la carte marine, la référence, comme le raster marine est mis à jour normalement chaque semaine, si vous observez une différence avec le raster marine sur Datashom, vous pouvez la remonter directement là. Nous, après, c'est pris dans nos processus et ça va être vérifié auprès de d'autres de nos partenaires ou des professionnels comme les Ferries et Balises ou les affaires maritimes, puis intégré à nos documents. Pas seulement les cartes maritimes, là, les cartes marines, pardon, là je parle des cartes marines, mais ça peut être aussi les ouvrages de feu ou les constructions nautiques. Donc ensuite, vous dessinez soit la zone, soit le point où vous avez fait votre remontée. Moi, je vais en placer un crédit. Et ensuite, on vous demande de décrire votre remontée. On vous demande évidemment vos coordonnées puisqu'on a besoin de vous recontacter pour soit avoir des précisions, soit vous dire ce qu'il en est. Là, je ne vais pas faire suivant parce que sinon, ça va envoyer la remontée et ça va partir dans tout un processus. Il faudra supprimer. Ça fait des alertes pas désirées. Juste le dernier onglet, c'est pour se connecter. Là, moi, je suis connectée. Je peux changer mon mot de passe si j'en ai besoin et me déconnecter. Juste abonner. J'aimerais terminer en parlant de l'aide en ligne. On trouve en haut à droite. Donc là, à côté de vous contacter, qui va envoyer un mail à l'équipe, il y a le bouton d'aide. Dans l'aide en ligne, en plus du document PDF de l'aide en ligne, on va retrouver des tutoriels. Là, j'ai dans aide tutoriel. Des tutoriels sur l'utilisation des outils de dessin, sur comment créer un compte dans Datashom, sur l'utilisation des océanogrammes démontrés par JB tout à l'heure. Et on va retrouver toutes les informations sur les géoservices de Datashom qui sont disponibles au public. Donc, on propose différents géoservices du WMS, j'avais envie de dire WMTS, mais je voulais les lire dans l'ordre, du WMTS, le NCWMS pour tout ce qui est prévision océanographique, le WFS pour le téléchargement des données vecteurs qui sont sous licence libre, et le catalogue de métadonnées qui est également interrogeable ou moissonnable par l'extérieur. Donc sur chaque page, on va retrouver le lien vers le serveur qui est public, puisqu'on a un serveur donc public avec toutes les données qui sont libres de visualisation ou de téléchargement. Donc là, vous avez l'adresse du WMTS. Pour les données payantes, comme on a dit avant, il faut aller acheter un abonnement sur la boutique vision.chom.fr. L'achat permet de créer une clé qui va aller à la place ici de la clé publique Inspire, qui est décrite en dessous dans un format OpenAPI. Voilà. Dans l'aide en ligne, on va retrouver aussi comment utiliser les autres services plus métiers du CHOM, les autres API, quant aux prédictions de marée, l'utilisation, enfin plutôt le téléchargement des hauteurs d'eau REFMAR, et puis l'utilisation de vignettes sur les horaires de marée et les océanogrammes. Je ne vais pas passer en revue. Pareil, vous pouvez. J'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis prête. Oui, alors il y a quelques questions, Bénédicte. Du coup, la première question, c'est est-ce que l'URL de contexte prend en compte les flux WMS externes qui sont importés sur la carte? Normalement, oui. Il faudrait que je vérifie pour être sûr que ça fonctionne toujours comme ça, mais c'est spécifié comme ça, oui. D'accord, merci. Est-on libre d'utiliser nos téléchargements ultérieurement? Est-ce gratuit? Je suis désolée, j'ai pas compris. Alors, est-on libre d'utiliser nos téléchargements ultérieurement? Tu m'as entendu? Du coup, je reprends. Alors, les données sont sous licence, donc il y a des données qui sont en licence open data et Bénédicte, on n'entend pas ta réponse. Il faudrait que tu te mettes plus devant le micro.
Du coup, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais. Donc, il y a certaines données donc, qui sont en licence open data, donc qui sont complètement libres de droit. Après, il y a d'autres données qui sont gratuites, qui sont en licence CC by SA. Donc là, pour un usage interne. Donc après, si vous utilisez les données pour faire un document commercial, là, vous devez reverser des redevances, etc. Donc là, sur notre espace de diffusion, vous avez accès à toutes les licences qui sont associées aux produits, aux différentes données. Donc c'est le plus simple, c'est d'aller regarder directement sur le site diffusion.chom.fr. Très bien. Alors, la question suivante porte sur l'importation dans DataShom de fichiers SHP issus d'ArcGIS ou de QGIS, ou faut-il obligatoirement du KML? Il n'y a pas d'import Shape aujourd'hui. Il faut effectivement aujourd'hui, l'import c'est KML. D'accord, merci. Alors, tu as parlé de services et d'une boutique pour récupérer une clé et la personne ne voyait pas bien où se situait cette boutique. Donc la boutique c'est diffusion.chom.fr et du coup la clé donc c'est pour l'outil dessin, donc faut chercher dans le mode recherche dessin. Ok, très bien. Donc, il y a un lien direct du coup depuis quand on vous dit créer un compte, il vous envoie directement vers la page. Donc il faut créer son compte au départ pour pouvoir accéder. D'accord, très bien. Par rapport aux données, sont-elles partagées avec le site Géoportail? Oui, du coup, comme les données sont publiées en flux, le géoportail peut aspirer nos flux également et les moissonner nos flux et les afficher sur le géoportail. Très bien. Il y a une personne qui n'a pas très bien compris si on pouvait faire monter des données KMZ. Non, pas le KMZ non plus. C'est que le KML. Alors, petit truc de Fanny, il faut dézipper le KMZ pour pouvoir en faire un KML et du coup, voilà, faut bidouiller un peu le fichier. D'accord. Alors, je reviens par rapport à la question sur la clé. C'était la personne me précise que c'était par rapport à la clé Inspire des requêtes. La clé, en fait, pour la clé Inspire, c'est Inspire. C'est dans le flux, le nom est Inspire. Enfin, je pense que c'est ça. Ou alors, sinon, l'adresse du flux WMS Inspire est sur le portail. Tac, voilà. Donc, il est ici. Vous avez là les adresses. Enfin mince, je prends tout. Voilà, vous avez les deux adresses des flux Inspire WMS. Si Il y a c'est une la question réponse qui à la porte. question. Eh bien, écoute, si Julien Berthaud, gérante, peut nous dire si on a bien répondu à sa question, je veux bien. Ensuite, la question suivante se portait sur les données du CHOM. Est-ce qu'elles se retrouvent sur EMODnet? Oui, également, on publie les données. Enfin, en fait, sur EMODnet, il n'y a pas de téléchargement directement. En fait, il y a le catalogue qui est publié et après, on renvoie pour le téléchargement chez nous. Et nous, on est sur EMODnet bathymétrique, effectivement. A priori. Là, c'est pareil. Du coup, si la personne peut préciser sa question par mail après, on mettra en contact avec les gens chez nous en fonction de la thématique, etc. Oui. Et concernant la dernière question là sur les clés, je propose également à la personne d'envoyer un mail, soit sur mon mail que je ferai parvenir au CHOM, soit directement au CHOM, parce que je vois qu'elle a à nouveau des. Sinon, voilà, sur les DataShom, là, il y a le nous contacter. Là, du coup, j'ouvre ma boîte mail, mais vous avez directement le mail
Donc, c'est data-support@chom.fr. D'accord, très bien. Alors, il restait une dernière question. Il me semble qu'on y a répondu. Alors, je te la repose. Est-il possible d'intégrer un flux de données issu du CHOM directement dans nos outils internes? Oui, du coup, en utilisant les adresses des flux qu'on vous a présentés, que Fanny vous a présenté. Donc, voilà, donc en utilisant ces géoservices-là, normalement, vous pouvez importer les données dans vos outils internes. Affichés, oui. Très bien, Là, bah, si écoute, c'est un outil particulier, un besoin particulier, pareil, quoi, faut revenir vers nous, vers Data Support, et on répondra en détail à la question. très bien. Alors, la dernière question, c'est de savoir rapidement quelles données sont disponibles sur une zone donnée, plutôt que de cliquer sur toutes les entrées de la légende. Donc, en fait, est-il possible de savoir rapidement quelles données sont disponibles du coup? Non, on n'a pas cette fonctionnalité là. On note effectivement cette suggestion, et on intégrera ça potentiellement dans une autre évolution. En fait, dans le portail, il y a un onglet de recherche, mais qui permet de chercher les données par type, hein, si vous voulez, carte, nature de fond, etc. Ça vous permet, mais c'est pas géolocalisé. Enfin, c'est pas une recherche géographique. Et du coup, on est en train d'initier une refonte ergonomique du portail datachom.fr. Donc, en mi-année 2021, il y aura un portail modernisé qui, on espère, sera plus ergonomique, en tout cas pour ceux qui viennent, qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Des fois, il est peut-être un peu difficile d'accès. Après, une fois qu'on connaît les trucs, ça va bien. Mais voilà, donc on a fait un travail avec un UX designer pour concevoir de nouvelles IHM, et on lance les développements, et l'année prochaine, on aura un nouveau portail. Très bien, merci. Il y avait une dernière question à propos de la fréquence de mise à jour des cartes. Alors, les cartes marines, le raster marine, donc ça, c'est un produit, les cartes sont mises à jour toutes les semaines, hein, de manière hebdomadaire. C'est comme c'est le rythme de mise à jour des cartes au CHOM. Donc ça, c'est une mise à jour hebdomadaire. Après, les autres couches d'informations sont mises à jour pour certaines annuellement, pour d'autres quand c'est des produits qui sont réalisés ponctuellement, ils sont pas forcément mis à jour. D'accord, très bien. Alors, il y avait une question un petit peu plus précise par rapport à l'ITO 3D. Quand est-ce que l'ITO 3D sera disponible terre-mer sur Martin et sur Saint-Barthélemy? D'ici la fin de l'année. Voilà. C'est en cours. Donc, merci Bénédicte. Vous pouvez à nouveau poser vos questions. Je vais laisser la parole maintenant à Sébastien Tauvry, qui va pouvoir intervenir par rapport à lui, son utilisation pour ECA. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Hélène, tu me reçois? Vous m'entendez fort et clair? Oui. Parfait. Oui, très bien. Je voudrais maintenant partager l'écran. Donc, si tu peux me donner en fait montrer mon écran. Alors, que voyez-vous? Est-ce que ça C'est bon, fonctionne? on vous voit. Oui, ça fonctionne, Sébastien. Parfait, très bien. Merci. Donc bonjour, je me présente Sébastien Tauvry. Je suis Product Manager du Marine Data Processing chez ECA Group. Je suis également responsable de l'établissement de Brest. Et dans les 5-10 minutes qui vont suivre, j'ai essayé de vous présenter comment nous on utilise le portail datachom.fr. Voilà.
Donc, juste rapidement, un petit slide pour dire ce qu'on fait, parce que ça permet de comprendre en fait ensuite pourquoi on utilise Datashom. ECA Group, c'est donc une entreprise à taille intermédiaire française qui a 700 employés. On est un peu plus jeune, même très jeune par rapport au CHOM qui fête ses 300 ans. Nous, on a juste 84 ans actuellement. Donc on est bien implanté, voilà, depuis un certain temps en France. Le siège social est plutôt sur Toulon, et on va dire des agences un peu partout en France, et puis quelques-unes à l'étranger. Donc notre métier, c'est quoi? Nous, on est fabricant de drones. Donc beaucoup de drones dans différents domaines. On peut travailler à la fois on fabrique des drones dans les airs, à terre. Et ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est plutôt les drones qui sont soit sur l'eau ou soit sous l'eau. Donc on est capable donc à la fois de fabriquer des drones et aussi des systèmes de drones. Donc on va essayer de les faire communiquer ensemble et puis pour réaliser des tâches en fonction du besoin client. Voilà. Donc, les drones, là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt les drones de surface et les drones sous-marins. Donc là, c'est un exemple de type de drone donc autonome où dessus, on va retrouver deux, trois charges utiles intéressantes. Donc, on a l'USV lui-même, donc le drone de surface. À l'arrière, vous voyez aussi qu'il y a d'autres drones là, qui vont être ensuite lancés sous l'eau. Et puis à l'avant, on voit aussi qu'on est capable de faire des mesures environnementales. Donc ça peut être du side scan, ça peut être du multibeam. Voilà. Donc pourquoi on utilise datashom.fr? En fait, c'est surtout pour valider nos essais. On a donc une multitude de drones et donc on va soit planifier déjà nos essais. Donc je vais vous présenter en fait ce qu'on recherche sur datashom.fr quand on fait nos essais à moyen terme. Un jour avant, on va aussi retourner sur Datashom pour essayer de voir comment on peut réaliser nos essais par rapport en fait à la météo, etc. Et puis ensuite, on va aussi exploiter les données qu'on a recueillies sur nos charges utiles et les confronter en fait aux données de référence du CHOM. Et puis je terminerai par une petite conclusion sur justement le datashom.fr, le portail, et puis vis-à-vis en fait des données du CHOM. Donc, quand on va commencer, nous, à faire nos tests de drones, on va avoir besoin de valider différents types de comportements de nos drones. Et donc, on va déjà chercher, en fait, notamment pour la navigation, des topologies de terrain assez typiques. Donc, on va rechercher, par exemple, des pentes. On va chercher aussi des endroits où il y a beaucoup de fond. Et puis sinon, dans le cadre aussi de la mise au point ou on va dire la calibration de nos capteurs, on va chercher d'autres types de fonds, notamment par exemple des fonds plats. On a aussi des contraintes et on a besoin de tester en fait nos drones dans des conditions un peu plus sévères et notamment au niveau des courants. Donc le Datashom là nous permet aussi de localiser et visualiser un petit peu l'intensité des courants en fonction de la marée. On a également pour justement valider nos charges utiles, je parle plutôt par exemple de side scan sonar ou des some bottom profiler, un besoin sur connaître en fait le type de fond, à la fois l'aspect plutôt sédimentaux, mais aussi les caractéristiques du fond, si des rides, etc. Et puis aussi, parce que c'est souvent assez sexy aussi, c'est de passer aussi sur des épaves qui sont déjà référencées par le CHOM. Donc ici, c'est juste une petite illustration de différentes cartographies qu'on avait créées justement avec le site Datashom pour essayer de valider certains essais. Donc en haut, vous avez, alors ce qui est toujours agréable, hein, c'est justement cette histoire de transparence, de pouvoir fusionner différents types d'informations. Donc à la base, quand même le raster pour pouvoir se localiser, et puis ensuite pouvoir ajouter soit de la bathymétrie un peu plus haute résolution, ou par exemple là ce qu'on recherchait nous c'est par exemple en fait des ruptures de pente en fait avec beaucoup d'isobats. Quand les isobats sont assez resserrés, c'est là qu'on peut avoir des pentes assez intéressantes. Et donc ensuite on va commencer avec nos logiciels internes à faire de la planification de mission, donc tracer des rails, etc., pour passer à travers ces zones là et essayer d'analyser justement le comportement de nos véhicules. Là, c'est sur la droite, en fait, on a plutôt un exemple sur les valeurs fortes en fait de courant, par exemple sur la rade de Brest, quand est-ce qu'on doit passer pour trouver 1, 2, 3 nœuds, etc.
Et puis sinon, sur le bas, là, on a plutôt une carte de type de fond, où là, justement, on va travailler avec notre SciScan pour essayer de confronter en fait les données CHOM avec les nôtres. 1 ou 2 jours avant, justement, on va commencer à voir si on est capable de faire nos manips, si la météo est correcte ou non. Donc c'est pour ça qu'aussi, alors avant on utilisait Prévimère et maintenant justement toutes les fusionnées, on accède directement depuis DataShom en fait sur l'aspect plutôt météo et océano, donc à la fois le vent, la hauteur d'eau. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un petit peu de certaines choses sur la visibilité, enfin la turbidité, pardon. J'avoue que je les ai pas encore utilisées ces données-là, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ensuite, quand on a fait nos essais, on va justement confronter le résultat de nos essais. Donc là, vous avez à l'image plutôt les résultats d'un relevé SciScan sonar avec des endroits où il y a des rides et puis d'autres où il y a un peu plus de sable, d'autres où il va y avoir des cailloux. Et la petite imagette en bas à gauche représente un extract en fait de DataShom sur la classification de fond. Et donc le petit cercle que vous voyez là représente en fait ce qu'on voit à l'image. Donc ça permet à la fois de confronter au niveau localisation les bonnes valeurs en fait qu'on retrouve avec notre SciScan. Et puis on peut voir aussi, parce que ces cartes-là ne sont pas faites non plus tous les jours ou tous les mois, ça permet de voir aussi quelles sont les évolutions en fait dans des rades, etc. sur la dynamique en fait des rides, du fond, du sable, etc. Donc là, c'était plutôt la comparaison entre type de fond et puis données sonar latérales. Et puis sinon, on utilise aussi Litho 3D parce que l'intérêt, c'est justement d'avoir une résolution assez forte avec nos multifaisceaux. Alors nos multifaisceaux, nous aussi, on va dire, avec nos drones, on est assez rase-mode par rapport au fond, donc on a aussi une très haute résolution. Mais l'intérêt de comparer par rapport à un modèle numérique de terrain style LIDAR, c'est qu'on a, on va dire, une référence CHOM et corriger les marées, etc., et qui nous permet nous de comparer en fait nos résultats aux données de référence du CHOM. Je termine un petit peu par l'aspect data du CHOM et puis datachom.fr. Donc on utilise nous justement beaucoup datachom.fr parce que le gros intérêt c'est qu'il y a un regroupement de beaucoup d'informations au même endroit qui sont reliées justement par la position. Donc ça nous ensuite quand on a toutes ces informations, on voit qu'il y en a certaines qu'on utilise très souvent et qui sont surtout utilisées dans la planification de mission. Et ces données-là ont un intérêt justement aussi pour l'utilisateur final. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est que après avoir justement testé plusieurs fois, juste sous forme de viewer en fait, via le datachom.fr, on arrive rapidement à télécharger en fait les données parce qu'on en a besoin justement en interne pour comparer nos informations, et puis aussi d'utiliser justement les serveurs WMS, WFS du CHOM pour pouvoir les intégrer dans nos applications internes. Donc, en faisant ça, justement, on va dire quand on est en France, c'est quand même super agréable d'avoir toutes ces informations, toute cette richesse en fait de données. On arrive justement aux limites après, quand on commence à vouloir travailler plutôt, je ne sais pas, en Méditerranée, du côté de l'Italie ou un peu plus haut en mer du Nord ou bien dans le Moyen-Orient, où on s'est habitué en fait à avoir ces informations-là et des informations de qualité, vraiment différentes. On parle des modèles de courant, mais ça peut être aussi la bâtie assez haute résolution. Et donc, quand on commence à partir en Europe, voire dans le monde, on sent qu'il y a un manque en fait d'informations aussi riches que celle du CHOM. Et donc après, moi, pour pouvoir justement continuer à proposer des services en fait à nos clients finaux, j'aimerais bien avoir un DataShom déjà européen et voir un DataShom mondial pour pouvoir proposer à chaque fois les services en fait du CHOM ou d'autres services hydrographiques dans nos applications publiques. Voilà. J'ai terminé, j'étais très rapide. Si derrière il y a des gens qui veulent poser quelques questions sur comment on l'utilise ou même le CHOM s'ils ont des questions sur nos utilisations, je vous écoute. Voilà. Merci Sébastien. Alors pour l'instant je n'ai pas de questions. Très bien. Alors attends, si, ça y est. Est-il possible de visualiser un exemple d'intégration d'un client WMS WFS dans une application ECA pour avoir une idée du rendu?
Là, directement, non. Si, suivant les personnes, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, puis je pourrais leur montrer ce qu'on est capable de réaliser. Mais là, sur les screenshots que j'ai réalisés aujourd'hui, je n'ai pas ça. Mais l'idée, hein, c'est qu'on retrouve en fait le rendu de datashom.fr. On va pas non plus inventer d'autres données. On a aussi la gestion dans nos applications de transparence, de commandes, de fusion de données. Et après, nous, on va rajouter par contre nos données plutôt haute résolution à l'intérieur par-dessus en fait les données du CHOM. Il y a des exemples, par exemple, quand on fait du très grand fond, on peut descendre plus de 3000 mètres. À ce moment-là, il n'y a que quelques sondes du CHOM au niveau carto, au niveau même MNT. Et nous, on va en fait remplir en plus par la résolution assez fine la cartographie du CHOM. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, vous envoyez les contacts et puis on pourra discuter. Très bien, bah, écoute, je t'enverrai le contact de la personne. Nathalie te remercie pour cette présentation très claire et nous également. Et n'hésitez pas à poser encore vos questions. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphane qui va reprendre la main pour pouvoir vous présenter juste la suite de ce webinaire. Donc, merci au show, mais merci à Eka pour ces présentations en votre nom, à tous. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de questions au niveau du chat. Vous pourrez continuer à nous poser des questions. Il y a un événement qui va bientôt se dérouler qui s'appelle la Cité Quick, qui sera dans la semaine du 12 octobre. Et ça sera l'occasion de venir poser d'autres questions au CHOM durant cette City Quick. Le CHOM aura un stand d'exposition virtuelle sur la Cité Quick et le Polmer également. Donc, on vous donne rendez-vous à cette occasion pour pouvoir continuer à poser vos questions. Merci encore et bon après-midi. Au revoir.